Ladies and gentlemen, please welcome CEO, Institute for Globally Transformed. Mesdames et messieurs, nous continuons avec Monsieur Sachi, entre autres, sur la scène. Si l'on pouvait remonter le temps, il y a 20 ans de cela, le monde était confronté à cet horrible spectre du virus HIV. Et on pensait ne jamais pouvoir trouver de solution. Alors qu'il semble aujourd'hui, en 2014, que nous sommes en train de gagner cette bataille, même s'il reste encore du chemin à faire. Et c'est donc mon insigne honneur aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qui se trouve vraiment en première ligne de cette bataille, à savoir Michel Sedebe, qui dirige UMAS. Et UNAIDS, donc le projet des Nations Unies du SIDA. Et je voudrais lui demander quels sont finalement les défis qui restent à relever. Alors, laissez-moi commencer par remercier évidemment du fond de mon cœur Richard Attias et Cecilia, parce que je crois qu'il s'agit ici d'une plateforme qui nous offre l'occasion de nous exprimer dans l'un des cadres les plus visionnaires et pionniers en Afrique qu'il m'ait été donné de regarder, parce que cela nous donne l'opportunité à la fois d'apprendre des expériences les uns des autres et de nous faire entendre, bien sûr. Alors, au cours des 2-3 jours, de façon générale, on a pu développer des partenariats, parler d'innovation, de transfert de technologie et apprendre tant de choses. Et je crois que vraiment, ça, c'est ce qui se trouve au cœur, justement, de la bataille contre le virus HIV, puisque vous me posiez la question, parce que sans innovation, évidemment, nous n'en serions nulle part. Il y a quelques années de cela, lorsque tous nos hôpitaux étaient bondés de malades souffrant de ce virus du sida, lorsque tout le monde devait se soigner, se soutenir tant bien que mal, sans avoir aucun médicament adéquat pour traiter ces maladies, eh bien, je pense que c'est certainement l'innovation, le mot-clé, qui nous a permis de trouver les bouées de sauvetage pour survivre, garder la tête hors de l'eau et petit à petit nous extraire de ce marasme. Nous nous sommes transformés petit à petit en militants, puis en véritables connaissance de cause, en inventeur de plus en plus idoine. Les premiers médicaments, c'était tout de même, rappelez-vous, 18 pilules par jour. Et nous avons réussi petit à petit à améliorer ce cas de figure à une pilule unique. Et bien entendu, peut-être une pilule tous les 3 mois suffira, ou tous les 3 ou 4 mois même. Donc, il s'agit d'une véritable révolution dans notre prophylaxie. Alors, 15 000 personnes sujettes au traitement il y a quelques années. Ça, aujourd'hui, nous en sommes à 9 000 personnes sujettes à ces traitements. Donc, on ne peut pas imaginer une seconde que la transmission puisse être empêchée. Mais une fois de plus, tout revient à l'innovation. Nous allons sans doute, peut-être, pouvoir bientôt donner des pilules qui, à titre préventif, empêcheront les femmes enceintes de transmettre leur virus du sida. Et d'ici 2012, d'ailleurs, il se pourrait que d'ici une dizaine d'années, il se peut que nous ayons une génération et une couche de l'humanité qui ne connaissent plus du tout, qui réussit à éradiquer ce virus du sida. Alors, l'innovation, la médecine, bon, ce n'est pas seulement traiter les gens, mais en fait, il s'agit de bien plus que cela, parce que grâce à l'innovation, on a pu changer entièrement la dynamique d'accès, également au prix du médicament, parce que c'est un élément important, bien sûr. Si ce médicament est trop coûteux, s'il n'est pas abordable, comment voulez-vous que cela serve sur le terrain et qu'il puisse bénéficier à chacun ou se transforme en véritablement un remède universel qui soit sérieusement envisagé par toutes les personnes ayant légitimement le droit ou besoin d'accéder? Alors, lorsque l'on passe de 15 000 $ par année, par personne, à 80 $ par personne par an, eh bien, ce n'est pas rien tout de même. Et tout cela, c'est parce que nous avons été en mesure de créer tous ces médicaments génériques. Et ces producteurs de médicaments génériques, qu'ils viennent d'Inde ou d'ailleurs, ont sauvé la mise. Et de ce point de vue-là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver à rompre tous les liens de dépendance. Il n'est pas normal qu'en 2014 encore, nous ayons 90%, nous mettons 85 à 90% de nos
étudiants en médecine qui viennent d'Inde. Nous sommes très heureux, évidemment, que l'Inde soit si performante, mais n'oublions pas qu'il y a 40 ans de cela, l'Inde aussi était dépendante, jusqu'à 80% des médicaments qui venaient de l'étranger. Là, comme je le disais, donc, la plupart des mouvements doivent, au niveau des groupes pharmaceutiques, je dirais, et dans des transferts de correspondance, qu'il s'agisse d'étudiants ou de médicaments, il faut savoir que nous devons cultiver à tout prix notre autonomie. Et nous devons devenir l'un des marchés les plus importants à l'avenir d'ici 10 ans, je pense. Je pense pouvoir le dire avec confiance. Le marché des médicaments représentera plus de 1 million de milliards, alors que cela ne représente que 600 millions de dollars actuellement comme part de marché. Nous ne produisons pour l'instant aucun préservatif pour nos propres peuples. Alors, on sait qu'on en a une consommation moyenne de 6 préservatifs par personne par année, mais imaginez une seconde. Alors qu'on sait très bien d'où viennent les productions de caoutchouc, tout de même, ça vient d'Afrique, c'est quand même le monde à l'envers. Donc, il faut que nous puissions créer tous ces produits-là, notamment. Donc, l'innovation, finalement, se traduit par des médicaments, d'une part, par des technologies de production, bien sûr, mais avec des pays tels que le Rwanda, on a vu, ou l'Éthiopie, qui ont réussi à transformer complètement leur système de santé. Finalement, la formation au Rwanda de 35 000 assistants ou aides médicaux a bien démontré de ces progrès considérables. Et puis la propagation aussi des téléphones portables peut actualiser la récolte de données en matière de gestion des bases de données et du système de santé de façon générale. Oui, c'est formidable en effet et prometteur. Donnons la parole peut-être maintenant à un autre Alan Pamba de GlaxoSmithKline. Alan Pamba, donc, qui va pouvoir nous parler de ces sujets-là aux côtés de Denver Feareed, expert en santé. So let us go back to what I... Alors revenons un petit peu à ce que je disais quand on parlait de remonter le temps. Au tournant du siècle, il y avait cet effort mondial massif pour arriver à lutter contre le virus HIV et la malaria aussi. Nous venons de l'entendre, des progrès remarquables ont déjà été réalisés, mais maintenant, 14-15 ans plus tard, on a pris conscience aussi que tout modèle doit évoluer. Tout modèle commence par se focaliser sur les maladies principales et déborde bien entendu de mécènes ou de finances. Maintenant, on s'aperçoit qu'il faut aller au-delà de ces grandes maladies si connues et peut-être davantage se concentrer sur des maladies chroniques, le diabète, etc., pour n'en citer quelques-unes. Donc, tout ceci qui permet d'améliorer notamment la qualité de la relation ou la santé du rapport au niveau déjà du lien mère-enfant. Alors, c'est merveilleux d'avoir des représentants là de 2 entreprises très innovantes également dans le secteur pharmaceutique ou de la santé. Alors, Alan, laissez-moi commencer par vous. Peut-être que pense GSK du marché, si vous voulez, en quelque sorte, africain? Et comment définiriez-vous le marché pharmaceutique ou ses perspectives de développement et de commercialisation de manière durable? Eh bien, si vous me le permettez, je commencerai par une petite digression. Parce qu'après tout, vous savez, je suis arrivée à cette conférence ici pour être inspirée. Et le moins que je puis dire, c'est que je l'ai été, notamment par les jeunes gens qui viennent de quitter la scène. Franchement, chapeau. Alors, on m'a posé une question. Je vais parler en tant qu'Africain, mais aussi en tant qu'employé de GSK. Mais je crois que, bon, il faut gérer ces 2 choses à la fois. Alors, une première question que vous m'avez posée, à savoir où concentrer nos investissements sur le continent. Eh bien, il y a énormément on met beaucoup l'accent sur la construction de ponts, de mines, etc. Mais mon point de vue est qu'il faut avant tout investir sur les forces vives, sur les ressources humaines. Alors, il faut savoir que l'âge moyen de l'Africain est de 19 ans. Alors, ces dividendes démographiques doivent être transférés en docteurs, chimistes, inventeurs tels que ceux qu'on vient de voir défiler, et dans 2 domaines essentiellement, la santé et l'éducation. Alors, si on commence par l'éducation, eh bien, la seule façon de créer une valeur ajoutée qui puisse être réinjectée vers le continent, c'est justement de s'assurer que cette population soit assez éduquée, qu'on puisse ensuite créer des usines, créer des lignes de production où les gens pourront rapatrier leur savoir-faire et la valeur ajoutée dans leur propre pays. Donc il nous faut vraiment investir dans l'éducation. La santé, ensuite, est un second secteur très important. Je pense que la réalité
Et que lorsque l'on regarde les révolutions économiques dont nous parlons tant et que nous célébrons, que nous appelons de nos voeux en Afrique, il faut bien se rendre compte que l'Afrique doit, avec 3% seulement de son PNB dédié à la santé, doit relever des défis énormes. Parce que si vous regardez finalement ces statistiques, c'est disproportionné quelque part. Je suis assez content que l'on ait commencé par parler, du problème du virus HIV, parce que j'étais un jeune étudiant sortant de l'école de médecine lorsque toute cette actualité faisait la une. Et 80% des patients ou des morts qui occupaient les lits d'hôpitaux mouraient effectivement du ce virus HIV. Donc c'était même encore plus que la malaria, qui était le second principal coût économique et finalement décimant les populations du continent. La malaria nous compte environ de 12 milliards de dollars. Si vous voulez contrôler ce genre de fléau, eh bien, ce sera d'autant plus facile de préserver vos ressources et vos richesses par la suite. Alors la question, c'est de savoir comment maintenant GSK approche la question africaine. Eh bien, je pense que l'un des commentaires que je ferai lorsque je regarde dans cette pièce et que je regarde la plupart des membres de ce panel, nous avons consacré beaucoup de gens travaillant dans notre coin au gré de la diaspora. Moi, j'ai par exemple quitté l'Afrique il y a une dizaine d'années de cela pour rejoindre GSK. Et je retournais seulement, voilà, tous les mois. Pourtant, donc voilà, pour faire ma vie, je vivais au Royaume-Uni. Dieu sait que je n'étais pas particulièrement heureuse. C'est l'un des pires, des endroits les plus moroses qui soit où habiter quand vous venez d'Afrique. Mais enfin, l'idée était d'arriver à devenir la voix de la foule, le visage de l'Afrique chez GSK. Parce que finalement, je quittais un pays où personne ne pouvait aider les patients ou les malades souffrant du virus HIV chez eux. Et donc, j'ai voulu consacrer ma vie à la résolution de ces problèmes et à répertorier, identifier les principaux défis de la meilleure façon possible. Alors, 10 ans plus tard, je reviens à Nairobi et c'est l'entreprise, en fait, elle-même, GSK, qui m'avait détaché justement pour être leur représentant auprès de l'Afrique. Donc, j'avais, dans ce point de vue-là, réalisé une partie de mes ambitions. Alors, nous avons ensuite annoncé récemment que 5 nouvelles usines allaient être déployées sur le continent. Nous allons investir dans tout un réseau de technologies nanocommunicantes qui vont permettre à répondre ou à relever ces épidémies, relever les défis liés à ces épidémies. Alors, au cours des 4 dernières années, nous avons mis sur pied un business model qui se consacre justement au problème d'accès. On ne peut pas espérer tout de suite réaliser énormément de retours sur investissement ou de profit. Mais si vous êtes patient, si vous voulez vraiment croître avec ce continent, ou être de la partie, alors vous finirez par engranger les bénéfices de ces investissements. Comment faire cela? Eh bien, les prévisions vont consister à essayer d'évaluer les volumes les volumes de médicaments à fournir et aussi les prix les plus bas pour arriver à calibrer finalement ce rapport qualité-prix finalement de la façon la plus adéquate possible au gré de l'évolution économique de l'Afrique. Alors ces modèles d'affaires doivent rester très dynamiques, évolutifs et réactifs dans le cas de l'Afrique comme ailleurs d'ailleurs. Eh bien, laissez-moi me tourner maintenant vers Denver, qui nous vient du Zimbabwe, lui demander quel est son point de vue sur cette question. Mais vous le savez, l'avenir de la santé en Afrique, comme je dois dire, je congrue absolument avec ce qu'Alan vient de dire, se trouve dans la ressource humaine, dans le facteur humain. Alors, de ce point de vue-là, donc chez GE, nous avons par exemple consacré beaucoup d'énergie à former des sages-femmes. Nous estimons qu'il s'agit là d'un des problèmes à la source véritablement de cette amélioration du secteur de la santé. Bien sûr, nous essayons de leur apprendre à utiliser les échographies, les ultrasons, justement, pour repérer les potentiels problèmes en cours de grossesse. Et donc, maintenant, grâce à nos efforts, de nombreuses sages-femmes peuvent transférer même ce savoir-faire auprès d'autres sages-femmes qu'elles formeront à leur tour. Et vous savez, ce n'est que le début d'un cercle vertueux. Nous estimons qu'il faut continuer évidemment à travailler en Afrique sur le terrain. Et pour me référer à un autre point soulevé par Alan, il faut évidemment réussir à augmenter l'accès aux technologies ou à l'industrie pharmaceutique. Il faut arriver à fournir à plus de patients dans les zones les plus isolées, rurales y comprises, au système de santé, et un système de santé bien entendu décent. Alors, bon, certains d'entre vous auront peut-être entendu parler, Jeff Conte en a parlé, au sommet des citoyens, le concept
de fournir une solution locale en réalité, hein, à un problème global, entre guillemets. C'est la façon, je pense, dont nous devons aborder les problèmes. Le modèle typique était, bon voilà, on produit quelque chose outre-mer, puis on l'importe en Afrique. Et ensuite, on essaie de faire en sorte que cela corresponde ou ça insère plus ou moins adéquatement dans le continent africain. Mais en réalité, il faut prendre le problème à l'envers. Il faut d'abord... Le modèle du futur, selon moi, sera juste mis au point à l'inverse. On considérera d'abord le débouché et puis on verra comment et où le produire. Le produit ou le service. Alors, est-ce que vous avez certaines questions, recommandations peut-être fort de votre expérience aux Nations Unies quant à la meilleure façon d'arriver à bout de toutes ces épidémies? Eh bien, que ce soit... Bon, je n'ai pas vraiment de leçons à donner ni à GSK ni à GE, parce que ce sont des entreprises, évidemment, dont nous nous doutons qu'elles savent comment mener leur bac, mais il faut bien comprendre quel est leur projet pour transférer les technologies, s'implémenter, rechercher leur expansion. Mais je crois que la recherche, le développement et l'innovation ne doivent pas être limités aux pays riches. Bien sûr, il nous faut démocratiser l'acquisition de savoir-faire et l'Afrique doit investir de plus en plus dans cette économie du savoir. Je sais que construire des infrastructures sont des choses importantes, inévitables, mais si l'économie des idées, l'économie de la propriété intellectuelle, l'attractivité de nos marchés, des jeunes cerveaux ne suit pas, eh bien, alors la recherche ne correspondra pas à nos véritables besoins, parce qu'il faut pouvoir se concentrer sur nos vrais besoins au niveau de la recherche et du développement. Deuxièmement, je voulais juste dire, je suis particulièrement heureux parce que j'ai eu l'occasion de travailler en étroite collaboration avec votre PDG, Andrew Whitty. Et il y a 3 ou 4 semaines de cela, nous avons récemment lancé une nouvelle initiative justement visant au transfert de conférences en construisant des laboratoires de toute première catégorie en Afrique qui permettront donc de faire avancer la recherche, mais aussi nous avons ciblé toute une série d'universités qui se consacreront encore davantage à la recherche et au développement. Alors, donc pourquoi est-ce que c'est si important pour nous de bien penser à des technologies innovantes qui pourront être en même temps démocratisées suffisamment pour être utiles aux populations directement dans la recherche de solutions? Prenez par exemple les machines énormes qui nous viennent de l'Occident et qui nous permettront de faire des prélèvements sanguins pour savoir si oui ou non certains traitements sont adéquats. Ça nous permettra de savoir, par exemple, si 12 millions, pour scanner 12 millions d'échantillons de la population, il nous faudra investir 1,2 milliard, parce que la plupart de ces machines ne fonctionnent que sur les villes Durban. Et au cours d'un de mes derniers voyages à Melbourne, il y a quelques mois de cela, je me suis aperçu qu'on avait découvert un tout petit test qui permet de faire un prélèvement sanguin en 3 minutes et qui déjà voit si oui ou non le traitement intéressant et doit être appliqué aux patients. Alors, ceci coûtera seulement 50 millions de dollars pour les mêmes 12 millions de personnes concernées qui devraient bénéficier de ce genre de traitement permettant de lutter contre les... Donc ça permettra, entre autres, donc ça va nous faire des économies énormes, et ceci est le fruit de l'un des bénéfices à recueillir de la recherche et du développement. Oui, avant toute chose, d'abord peut-être questions-réponses de la part des membres du public. Merci beaucoup, Edna Madris-Mahim. Ce que vous avez décrit est vraiment une douce musique à mes oreilles. De mon pays, il y a des gens dans mon pays, particulièrement des femmes qui ont des bébés, des femmes pauvres, non éduquées, qui vivent dans des endroits isolés. Mon éducation, par le passé, a été dans des collèges prestigieux. J'ai été formé pour une population du tiers-monde, mais quand je suis revenu, il n'y avait rien. Et donc, d'une certaine manière, mon éducation a été gâchée parce que je n'ai pas pu servir la population. C'est pour ça que j'ai été à l'hôpital.
Ce que j'essaie de faire, c'est d'aider et de former les sages-femmes et les infirmières afin qu'elles puissent répondre aux besoins de 80% des femmes qui vivent dans les villages, celles qui ont été les victimes des guerres civiles, des instabilités, violences politiques. Donc avec elles, nous pouvons mettre en place toutes ces nobles aspirations en répondant aux demandes des femmes enceintes lorsqu'elles accouchent et lorsqu'il faut s'occuper de leur bébé. Une technologie appropriée. Voilà ce dont nous avons besoin. Et voilà pourquoi j'ai dédié ma vie pour continuer à former les sages-femmes. Et donc j'aimerais pouvoir former 1 million de sages-femmes pour l'Afrique. Voilà ce que je voudrais faire. J'adorerais pouvoir faire cela, mais j'espère que beaucoup de gens ici seront d'accord avec moi et deviendront des ambassadeurs pour vos mères, vos sœurs, vos femmes, vos filles, car 80% d'elles meurent de causes qui sont inacceptables. S'il vous plaît, formez les sages-femmes, formez les sages-femmes. Merci. Plus de la moitié des naissances se passent dans la maison familiale et donc il faut, comme il a été dit, former ce personnel. Mais oui, c'est absolument vrai. Les grossesses. On connaît le processus de la grossesse. Mais on sait ce qu'il faut faire pour que ça puisse se passer bien. Donc, on sait dès le début là où se trouvent les principaux risques, là où il faut faire porter l'effort, c'est-à-dire à domicile, avoir un impact de telle façon que ces personnels aillent au bon endroit pour sauver les vies, non seulement des mères, mais des bébés. Tout d'abord, premièrement, ce sont des gens comme vous qui nous donnent du courage. Nous ne faisons pas que parler, nous faisons. Donc la formation de ces sages-femmes fait la différence. C'est ce dont je parlais, de ce dividende démographique que nous avons ici en Afrique. Donc bravo. Ce que je voudrais dire également, c'est que notre compagnie GSK a mis en place une politique il y a quelques années pour les pays les moins développés, où nous mettons 20% de nos bénéfices dans des infrastructures pour la santé, notamment pour la formation du personnel. Donc nous sommes extrêmement concentrés sur la formation du personnel, notamment du personnel qui ira dans des zones où les docteurs n'iront jamais. Deuxièmement, il est très important que l'Afrique commence très sérieusement à regarder les maladies orphelines. Nous fumons beaucoup plus, nous buvons plus, le cancer va arriver. Donc il y a plein d'autres maladies qui vont arriver et nous n'avons pas pour l'instant ni les infrastructures, ni les spécialistes. Il n'y aura pas, évidemment, une autre épidémie de sida, mais il y aura des nouvelles épidémies. Et nous devons faire en sorte que nous soyons prêts. Pour continuer sur cette idée, je voudrais annoncer quelque chose de très important. C'est une idée qui est née l'année dernière au Forum avec mon bon ami Mbemba. Nous lancions un projet avec l'ambition de mettre en place 10 000 connexions
pour apporter de la qualité pour le soin des enfants et des mères dans le continent. Pendant cette mise en place de la collaboration, Dr Sam Peña de Nairobi Hôpital a travaillé avec nous. Donc je voudrais leur donner le microphone pour qu'ils nous parlent de cette mise en place et de ce projet. Merci. Je suis directeur d'un groupement d'hôpitaux d'abord. Je voudrais demander à nos trois experts, qu'avez-vous fait en termes de secteur privé? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour travailler avec le secteur privé. Et en fait, je me demande, les gouvernements ont des ressources limitées. Nous aimerions faire en sorte que le secteur privé vienne plus encore dans l'Afrique. Je suis du secteur privé, je suis à la tête de l'organisation de soins et de santé la plus importante en Afrique. Nous avons besoin d'investissements privés. Quelles sont vos prévisions? L'année dernière, à ce forum, nous avons rencontré Sachi et nous avons travaillé sur un modèle qui s'appelle une clinique dans une boîte à outils clinique pour les soins de maternité. On utilise des ressources différentes et il y a peu de connectivité au réseau, particulièrement en Afrique. Le deuxième problème est que les investissements dans le domaine de la santé sont très chers. Et donc, nous avons voulu mettre en place une solution clinique totale pour les mères et les enfants à moins de 10 000 $ pour l'ensemble. Ces équipements, ces matériels intégrés dans une seule plateforme, on utilise une technologie pour recueillir les données, les transmettre. On utilise une plateforme, non seulement pour les sages-femmes, les docteurs, mais enfin c'est une plateforme commune, pardon, pour les sages-femmes, les docteurs. Ces cliniques, ces boîtes à outils cliniques seront financièrement valables, rentables. Donc non seulement ça sert à un but social, mais également économique. Et enfin, nous sommes en train de modéliser un système de telle façon que les cliniques puissent faire que les sages-femmes identifient les problèmes compliqués, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Voilà la vision dans la santé que je voudrais voir en Afrique. Et je pense donc que c'est vraiment ce dont l'Afrique a besoin. Pas la philanthropie, mais l'investissement privé. Je voudrais demander à Sœur de répondre. Non, grand-mère. Merci. Ce que vous faites est superbe. Et vous êtes à une position où vous pouvez le faire, mais n'oublions pas ceux qui ne peuvent pas se payer ces services privés. Quand nous formons les sages-femmes, et avant de les former, nous demandons à ce qu'elles soient sur l'endroit où elles travailleront. Donc, on prend une carte, on regarde où on a des installations et où on n'en a pas. Là où on n'en a pas, pas de docteurs, pas d'hôpitaux, on prend un groupe de jeunes femmes, on identifie l'endroit. S'il y en a 20 qui veulent bien suivre cette formation, on en sélectionne 5 ou 6. Elles sont connues par la communauté, elles ont la confiance de la communauté et elles doivent s'engager à retourner dans leur village et la communauté après leur formation. Elles doivent s'engager.
Une fois qu'elles ont été formées, elles retournent donc dans leur communauté et nous discutons de cela avec les dirigeants du village, car ces femmes prendront soin de patients et elles auront besoin du soutien de la communauté, car sinon cela sera un échec. Le gouvernement central les paye, les gouvernements locaux mettent à leur disposition les installations, les logements, l'eau si possible, et tout ceci devient un partenariat public-privé avec l'implication de la communauté. Les sages-femmes sont formées, formation générale d'abord. Nous n'avons pas le luxe de spécialiser les sages-femmes. On sait que les enfants auront des diarrhées, on sait que l'ensemble des personnes auront des fièvres importantes. Donc, on les forme sur des sujets généraux. Certaines pourront traiter des problèmes plus complexes, ce qui demandera un deuxième niveau. Mais il faut que ce soit fait au bon moment, au sens où, plutôt que d'attendre 5 ou 6 jours, elles feront en sorte que cela se passe plus vite afin d'avoir le meilleur taux de réussite du traitement possible. Puis, que ce soit pour les maladies sexuellement transmissibles ou bien la vaccination, l'environnement, l'eau, les sanitaires, le combat contre les mutilations sur les femmes, par exemple, sur les jeunes fillettes. Elles sont formées à tout cela. Ce sont les attitudes, les pratiques, les compétences que nous leur donnons. Et elles deviennent, de ce fait, beaucoup plus efficaces que si s'il y avait une structure d'hôpital dans laquelle personne n'a confiance. Donc en fait, je reviens à cette valeur humaine si importante et à l'emploi. Savez-vous que lorsque vous avez des emplois publics, le plus grand nombre de postes se trouvent dans l'armée, puis ensuite viennent les travailleurs de la santé, pharmaciens, nurses, infirmières, docteurs, sages-femmes. C'est le deuxième secteur dans un gouvernement, bien plus que dans le domaine de l'éducation. Une école, vous avez besoin de 3 ou 4 professeurs. Dans un hôpital ou d'une structure, vous avez besoin de 50 à 60 personnes. Donc, encore une fois, formez ces gens, devenez une infirmière, devenez un technicien de laboratoire, devenez une sage-femme. Et puis, devenez quelqu'un qui va pouvoir former ces personnes. Merci beaucoup encore de ce discours si touchant. Merci, messieurs les invités. Nous avons quelques annonces. Le déjeuner dehors dans la tente. Nous recommencerons à 3h30 ici. Merci beaucoup.